lecture de chauffe de Patrick Da Silva sur les pas d'Odette. Premier auteur invité à la question, Yahya Bellaskri. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ben, la question, ça me rappelle le texte d'Henri Alleg sur la torture en Algérie. Donc, dites-moi les choses autrement. Oui, Si vous on permettez. va pas partir comme ça, alors Non, effectivement. non. Alors, Yahya, juste une brève description. Oui, ça marche, ça marche. C'est Oui. mieux, là. Oui. Vous êtes né à Oran en 1952, vous êtes romancier, essayiste, vous avez été journaliste à RFI. Vous avez eu le prix Étonnant Voyageur pour votre roman Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, publié aux éditions Vendailleurs. Et votre nouveau livre sort dans quelques jours aux éditions Zulma. Il s'appelle Le livre d'Amret. Et nous allons parler un petit peu de ce texte. Comment vous le décririez? Parce que c'est un texte un peu multiforme, le livre d'Amret. C'est une sorte de journal personnel. On fait des bonds dans le temps. Il y a des petits textes qui parlent d'autres figures. Alors, oui, c'est bon là. Oui, ah oui, c'est très bien. Ouais, 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 voilà. Alors, je sais pas, premièrement, il n'est pas encore sorti en librairie, et donc il sortira la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, mais pas demain, je crois après-demain. Et je le vois là, c'est pour la première fois qu'il est dans un salon, dans un événement littéraire, et c'est au temps présent. Hein. C'est pas au passé, mais pour construire l'avenir, j'espère. Bien, c'est un roman. C'est un roman, mais qui se veut être un chant. C'est un chant de désespoir, un désespoir infini d'un homme qui a mis genou à terre, qui est vaincu, défait, et qui est dans la seule perspective est l'amour. L'amour, parce que c'est la possibilité d'amour qui est problématique. Et donc c'est construit, vous parlez de la construction, c'est construit comme un récit depuis l'enfance qui s'étire comme ça, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, puis l'homme adulte qui traverse toute une période, toute une vie et qui arrive donc, comme je disais, des faits, mais c'est traversé par les délires de cet homme. En fait, ce sont ses délires. C'est un fou. Amraï ou Amré, en berbère c'est Amraï. Il est fou. Il est fou de trop de turpitude, de trop de défaites, de trop de souffrances, de trop de revers. Et il convoque ce qu'il appelle ses aïeux. Saint-Augustin, la Kahina, Abdelkader, Saint-Augustin. Tout le monde connaît Saint-Augustin. Mais il est de cette terre algérienne. La Kahina, c'est la reine juive berbère qui a repoussé les Arabes à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, qui a repoussé l'invasion arabe. Abdelkader, c'est celui qui s'est battu contre la conquête militaire française en Algérie. Donc, autant d'aïeux qui convoquent pour dire cette richesse, la richesse de cette terre, sa pluralité, cette diversité et pas de tolérance, mais cette ouverture au monde. Alors c'est une terre qu'on voit apparaître et qu'on reconnaît par les références et les personnages notamment, mais en revanche elle n'est jamais nommée dans le roman. C'était inutile pour moi de dire que c'est l'Algérie ou c'est telle ville ou telle autre ville, ça n'avait aucune importance à ce moment-là. Ce qui est important ici, à mon sens, c'est cet homme, hier enfant, adolescent, jeune, puis adulte, cet homme et ce qu'il a vécu et comment il regarde le monde. Et lui, précisément, s'attache au mystère de la vie. Il s'attache à la beauté du monde et il la recherche. Or, il est blessé, il est traumatisé, il est épuisé, je disais même vaincu carrément, parce qu'il n'en peut plus. Il a trop souffert. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le nom de la terre, le nom de ce pays ou des villes, parce qu'à mon sens, on pourrait placer ce texte-là dans n'importe quel pays, du tiers-monde ou ailleurs, ce serait la même chose. Il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture, ça m'a fait penser un petit peu à toutes ces figures d'hommes qui retournent au désert. Il y a presque un côté, par certains aspects,
de saint Antoine qui ressasse seul et qui est confronté à des visions. Alors là, pas des visions diaboliques, mais plutôt des visions du passé qui viennent le hanter et qui viennent le travailler. C'était une des influences, ces hommes qui retournent au désert comme ça pour se confronter à eux-mêmes. Ah bah, je suis un enfant du désert. Je suis un enfant de cette terre algérienne. Et donc, les origines de mes parents sont des hauts plateaux algériens qui ouvrent sur ce désert. Et le nomadisme était quelque chose qui me touche de près, puisque mes aïeux étaient des nomades. Mais je n'ai pas pensé à Saint-Antoine. Il y avait tout chez Saint-Augustin. Il y a tout. Si on lit Saint-Augustin et on lit Abd el-Qadir, on ne peut qu'être heureux de vivre et de voir la vie avec optimisme. Saint-Augustin parlait du libre arbitre. Abd el-Qadir disait Kullu kawnin daka kawni, tout être est mon être. Donc, et Abd el-Qadir, au 19e siècle, on lui lisait les psaumes de David, hein, pour vous dire. Donc, c'est assez extraordinaire. Peu de gens le savent et on ne veut pas le dire. Voilà un très très bon musulman pieux, soufi, qui trouvait des inspirations dans le psaume de David. Ça, c'est extraordinaire pour le dire. Donc, je veux dire par là, l'appel aux aïeux, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Après, il y a cette femme, ou cette allégorie, ou cette métaphore, disons, mais c'est une femme, elle s'appelle Octavia. Mais le temps présent, nous sommes au temps présent aujourd'hui, il n'y a rien. Et il y a le vide, il y a ce vide terrible, de sorte que un poète algérien m'a dit, est-ce que tu sais que nous les Algériens, nous n'avons pas de dos? Je me suis arrêté comme ça, on était à Paris à marcher ensemble. Il est mort ce poète, un immense poète algérien. Et il m'a dit on n'a pas de dos. Je me suis arrêté, j'ai eu froid, j'ai dit c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit nous n'avons pas à quoi nous adosser. Et dans ce texte, je voulais m'adosser. Je voulais poser mon dos parce que mon dos, si j'enlève mes vêtements, est plein de cicatrices. Fictives, bien sûr. Et on n'a pas à quoi s'adosser, nous. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé cette possibilité de m'adosser à Saint-Augustin, à la Kahina et à Abd el-Qadir. C'est un roman qui est relativement court et pourtant qui est extrêmement dense. On a commencé à le voir avec tout ce que vous en avez déjà dit, mais il y a des choses, il y a tout un tas de choses qui se superposent. La figure d'Octavia aussi fait de ce roman une histoire d'amour, qui ne peut pas réellement s'accomplir. Oui, mais est-ce que Octavia existe ou elle n'existe que pour lui? Peut-être. Donc le roman, c'est ça. Est-ce que Octavia existe? Pour lui, elle existe. Pour Amraï, elle existe. Parce qu'elle est cette femme qu'il aime par-dessus tout. À part une rencontre dans l'enfance, on fait un saut de 50 ans et il parle toujours d'Octavia. Octavia est peut-être la métaphore de cette Algérie blessée aujourd'hui. Parce que j'aime profondément l'Algérie. Elle est là. Ce sont ces oueds qui sont là. Donc je la porte, je la ressens, je suis un fou amoureux d'elle. Mais je rejette totalement le pouvoir en place de ces gouvernants. Je rejette totalement les islamistes, ceux qui sont cet esprit étroit, qui veulent que nous embrigader dans une pensée fermée, exclusive, qui rejette l'autre. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon monde. Ma famille, c'est les êtres du beau. C'est ceux qui ont la capacité d'offrir un regard tendre ou d'accomplir un geste bienveillant. Ce sont ceux-là, ma famille. Je suis allé en Asie centrale et un jour j'étais au Kirghizistan avec le chauffeur qui conduisait et puis on s'est perdu. Le Kirghizistan, c'est aussi beau que la Suisse, sauf qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de route. Mais c'est que des lacs et des montagnes. Donc on s'est perdu, il n'y a pas de route, il n'y a que 50 km de route goudronnée pour aller à Bishkek, la capitale. Bon, on s'est perdu. Et au bout d'un moment, on voit au loin une yourte. Et de cette yourte, on voit une personne qui arrive au fur et à mesure qu'elle s'approche, parce que c'était loin. Et qu'elle s'approche, on se voit que c'est une femme qui porte des choses dans ses mains. Et quand elle est arrivée à nous, elle a tendu ses mains et il y avait du pain et du lait. J'ai reconnu ma famille, là. J'ai reconnu cette femme.
Je suis d'elle et elle est de moi, cette femme-là. Et les islamistes ne sont pas de ma famille, ni le pouvoir algérien. Pour continuer sur cette thématique, il y a quelque chose qui est très très fort aussi, c'est l'utilisation du terme des étrangers et de parler des étrangers dans le texte. Et on voit que cette notion se réduit progressivement. Il y a d'abord la libération qui est à la fois une liesse et en même temps on commence à déterminer qui est étranger et qui est natif du pays. Et puis quelques pages plus tard, on se rend compte que cette notion d'étranger, elle est même encore elle commence à s'ancrer de manière plus profonde, puisque d'un village à l'autre, d'une centaine de kilomètres à l'autre, Amraï paraît un étranger dans certaines situations. Oui, vous savez, quand il y a eu le génocide au Rwanda, on a commencé à s'entretuer, hein, et on a tué 800 000 personnes en 2 mois. 800 000 personnes. C'est un génocide incommensurable, exceptionnel, depuis la Shoah, disons. Parce que ça, c'était une abomination totale. Et là aussi, c'est une abomination. Et à un moment donné, les tueurs ne trouvaient plus. Et ils ont dit, mais ceux qui portent les lunettes, ils sont intelligents. Ils disent, il faut les tuer, ceux qui portent. Et en chasser ceux qui portent les lunettes. Donc l'étranger, c'est la chose la mieux partagée un peu partout. Celui qui est déjà un peu différent. Et la différence, on la trouve avec facilité, hein, parce qu'il s'agit de désigner l'ennemi. Et l'ennemi est toujours celui qui nous renvoie une image qui est insupportable pour nous. Parce qu'en fait, ça fonctionne en miroir. L'étranger, c'est qui? C'est celui qui nous tend le miroir. Quand cette génération identitaire va sur le col de Briançon et renvoie les migrants, c'est insupportable. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de renvoyer des gens qui sont épuisés, qui ont traversé tout le désert, la Méditerranée, qui arrivent là, et que dans le col, ils ne connaissent même pas la neige. La première fois que j'ai vu la neige, moi, j'avais 18 ans. J'avais peur qu'elle m'avale. Vous imaginez quelqu'un qui vient du Cameroun, du Niger? Mais c'est terrible. La neige et tout ça, et le froid, il n'est pas habillé pour. Et on les renvoie comme des malpropres. Mais c'est ça. L'étranger, c'est peut-être la porte à côté. Et effectivement, ça c'est un peu tiré de mon expérience personnelle. Je suis d'Algérie, je quitte ma ville et je pars dans une autre ville. Et je suis responsable des ressources humaines dans une grande entreprise. Et au conseil de direction, on discute comme ça. Et puis le patron du syndicat, à l'époque, hein, me dit, mais toi tu es étranger. C'est pas parce qu'il était du syndicat. Pas du tout. C'est parce qu'il est de cette ville et il estime que moi je viens d'ailleurs et donc je suis étranger. Ben voilà, c'est la chose la mieux partagée, le rejet, le racisme. Et par rapport à la guerre et à la recherche d'une opposition, on en arrive même à des moments absurdes, et notamment lorsque Amraï raconte son service militaire, où ils sont mobilisés en permanence pour des opérations où on ne voit personne. Il n'y a pas de réelle opposition, il y a juste le pressentiment d'un danger. Il y a un discours qui est absolument glaçant quand Amraï, qui remplace un officier qui s'est suicidé, demande à un de ses soldats, mais qu'est-ce que tu ferais toi, pourquoi tu es là? Et le soldat lui répond, moi je suis là pour tuer un maximum des gens qui sont en face de nous. Mais qui sont en face de nous? C'est pas grave, j'en tuerai un maximum. Voilà, c'est ça, je tuerai un maximum. Et c'est tout. Mais en plus, effectivement, vous faites le service militaire et vous vous trouvez dans une zone comme ça et on vous dit, premièrement, vous remplacez un officier qui s'est suicidé. Voilà. Bon, jeune homme, moi, ça m'a explosé, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je vais me suicider, mais ça, c'est pas possible de me suicider, moi, je peux pas. C'est pas possible. Donc, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir. De toute façon, ici, je vais mourir. Et un jour, on me dit, bon, alerte numéro rouge, c'est-à-dire en état de guerre, et tu avances avec, parce que ça, c'est une expérience. C'est tiré d'une expérience réelle? Réelle. Ouais, malheureusement. Réelle et personnelle, malheureusement pour moi. Et on vous dit, vous avancez vers la frontière, vous ramenez les troupes, on est en état de guerre, c'est la guerre. Et vous avancez, vous savez, mais qui, je vais tuer qui, moi? Mais la guerre contre qui? C'est pas possible. Mais ceux qui sont là-bas, ce sont mes frères. Je les connais. J'ai grandi avec eux. Mais qu'est-ce que vous me dites? C'est pas possible. Alors c'est là que j'ai compris. Peut-être je ne le dis pas dans le roman, c'est là que j'ai compris peut-être comment l'officier qui était avant moi s'est suicidé. J'aurais peut-être fait la même chose devant mon copain qui serait en face de moi. Je me serais suicidé, je ne l'aurais pas tiré dessus, c'est pas possible. C'est pas possible de tirer sur son pote, même si je ne le connais pas, mais c'est ma famille. Ça, je fais référence à
à cette guerre larvée entre l'Algérie et le Maroc qui dure depuis. C'est insensé, c'est insensé. Mais le Marocain, c'est moi, déjà. Donc, quelle différence il y a? Comment je vais tuer un Marocain? C'est insensé. Et donc, c'est ce qu'on nous demandait. Et quand je pose la question, ça je peux le raconter, je pose la question à l'adjudant qui est avec moi. Il me dit, bon, je sais pas, mais je tue. Celui qui est en face, je tue. Ben voilà, vous êtes formaté dans l'armée algérienne pour tuer l'autre. Dès qu'on vous dit, en octobre 88, les jeunes Algériens sont sortis dans la rue pour manifester leur mécontentement, les difficultés qu'ils avaient à tous les niveaux. Ben, le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. Ordre à l'armée de tirer à vue, à balles réelles. Plus de 3000 morts. Que des jeunes de 15-20 ans. Si ce n'est pas une défaite, comment ça s'appellerait? C'est juste après que je suis revenu en France. Alors donc, ouais, on l'a bien compris, l'une des thématiques du livre d'Amraï, c'est la guerre et une défaite très personnelle finalement. Il se trouve qu'au-delà de vos activités d'écrivain, vous êtes aussi secrétaire de rédaction de la revue Apulée, dont le 3e numéro traite justement de la guerre et de la paix. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la revue et justement de la manière dont cette thématique a été abordée dans le numéro 3? Alors c'est une revue littéraire et de réflexion, de littérature et de réflexion qu'on a créée à l'initiative du Bar Haddad, cet immense poète, cet immense romancier que j'espère beaucoup de gens connaissent ici parce qu'il faut le lire, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a eu cette idée, qui nous a demandé, réunis autour de lui, Jean-Marie Blas de Robles, à ce moment-là, Abdelatif Labib, Catherine Poimbert et moi. Depuis, on a été rejoints par François-Michel Durazo et Éric Sarner. Et une revue de 500 pages annuelle, parce que c'est énormément de travail, 500 pages, et où il est question de liberté du créateur, du poète, du romancier, de l'essayiste, autour de thèmes. Chaque année, il y a un thème. Et cette année, c'était la guerre et la paix. On ne peut pas ne pas parler de guerre et de paix, puisque tout s'enflamme autour de nous, tout est guerre, tout n'est que malheur. On est peut-être dans notre cocon ici, mais notre cocon a été brisé depuis longtemps. Les attentats de novembre 2015, et puis quand Charlie Hebdo et les autres à Nice et tout, nous ont enlevé notre innocence et l'idée qu'on était protégé. C'est fini, nul n'est protégé. Donc, c'est de là que découle ce numéro, c'est-à-dire la guerre et la paix. Et on a demandé à des créateurs du monde entier, même si la revue elle a pour centre la Méditerranée, mais c'est ouvert sur le monde, à des poètes, à des romanciers, de s'exprimer sur cette question de la guerre. D'ailleurs, nous avons Christine Van Acker, écrivain, qui est là en face de moi, qui est une grande amie à moi, qui a écrit un texte remarquable dans ce numéro de Guerre et Paix. Et il s'agissait d'interroger cette notion de guerre et de paix et de dire que ce n'est pas vrai que l'homme, c'est toujours la guerre. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas... ce n'est pas une fatalité, la guerre. Que la paix peut être construite, peut exister. Et que la paix, c'est déjà aller vers l'autre. C'est déjà lui dire « Marhaban, bienvenue. Repose-toi, tu es fatigué. Peut-être que je n'ai pas beaucoup de choses à te donner, mais juste repose-toi. J'ai un peu d'eau, j'ai un peu de pain, je te les offre, je peux partager avec toi, je n'ai pas autre chose. » Ben, c'est déjà une forme de paix et c'est essentiel. La reconnaissance de l'autre est essentielle. Comment puis-je vivre seul? C'est impossible. Si je suis là, c'est que vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est que je suis en face de vous. Nous sommes là. Ben, c'est insensé. Et là, avec toutes ces guerres, nous les avons interrogées par des poètes du monde entier. Il y a 100 contributions dans cette revue. C'est quelque chose d'assez fantastique. Que nous avons présenté d'ailleurs le numéro 2 à Calais. Voilà. Mes amis bibliothécaires de Calais sont là. Elles sont là et ça a été quelque chose d'exceptionnel. On a rencontré des lycéens, on a rencontré des lecteurs de la bibliothèque et c'était quelque chose d'assez fantastique. Et les gens se s'emparent de cette revue, partout. Partout nous allons s'emparent de cette revue. Parce que ça permet de dire que c'est possible de vivre et c'est possible d'aimer. Je ne peux pas être dans la haine, c'est pas possible. Mais c'est quoi la haine? Moi, j'essaie de pas la connaître. Je ne l'ai pas rencontrée, mais je ne la connais pas. Même quand on me dit, mais t'es un basané, j'ai dit, mais c'est pas grave.
Ma mère a toujours cru que j'étais le plus beau. Et c'est super. Voilà, c'est magique et pour moi ça me remplit, c'est bon. Et puis je suis beau pour ceux qui m'aiment, que j'aime. Je suis beau pour cette femme de Kirghizistan qui nous a offert du lait et du pain. C'est ça. Bon. Après, bon. Voilà, c'est ça, la revue Apulée. C'est une revue qui est disponible en librairie. Il y en a ici, je crois. J'ai vu, ouais, Oui, ouais. oui, tout à Ouais, fait. ouais, je l'ai vu sur ma table. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Une revue qu'on peut lire par le début ou par la fin, en picore et tout. Et c'est des textes magnifiques, franchement, des textes d'une beauté. Et chaque numéro, on fait des dossiers et on fait aussi des, comment qu'on appelle ça, des photos avec des textes, oh, ça m'échappe. Je sais pas, Alzheimer, hein, je suis jeune hein, quand même. Hein, nous sommes jeunes, nous sommes beaux. Comment tu dis? Non, pas des romans feuilletons, c'est portfolio. Merci. Ouh. C'est tout simple, portfolio et des dossiers. Nous avons consacré un dossier à Frantz Fanon, un dossier à Albert Camus, des dossiers comme ça. Dans le prochain numéro 4, on est en train de préparer un dossier sur Mohamed Khayreddine, le grand poète marocain, mais aussi sur Édouard Glissant. Donc on fait des dossiers comme ça. Et ce sont des textes inédits. Hein. Ce pas des textes publiés déjà, ce sont des textes inédits qu'on publie. Alors pour terminer, on a parlé du sujet du livre, de son histoire. On n'a pas parlé du style. C'est toujours difficile de parler du style d'un livre. Moi, je voulais juste donner un petit ressenti de lecteur et si vous me le permettiez, de lire 2 pages, parce que finalement le texte parle bien mieux que toutes les analyses qu'on peut en donner. Moi, j'ai trouvé ce texte formidable parce que, outre toute l'humanité qui s'en échappe et la beauté des images, il y a une maîtrise de la langue qui est à la fois une langue qui est très simple et extrêmement élégante. Donc je vais vous en lire 2 pages pour que vous puissiez le goûter un peu et pour vous donner envie de le dévorer ensuite. Amrae, à qui racontes-tu l'agonie de Saint-Augustin? Ça fait un moment que je t'écoute parler tout seul. Tu radotes, tu t'égares. Les gens vont te prendre pour un fou. Il n'y a pas de place pour les fous. Il faut regarder l'avenir. C'est Anzar qui rentre dans la cabane. Grand et maigre, cheveux gris, une moustache épaisse pour dissimuler la finesse de sa lèvre supérieure, il se tient dans l'encadrement de la porte. Amraï soupire, ferme les yeux. L'avenir? Je n'y suis pas encore. En attendant, je me raccroche à quelques vieilles branches. Je me parle à moi-même, seul face à l'obscurité d'une nuit sans fin. Les gens diront que je suis fou, égaré, peu m'importe. Fou, je le suis de tant de turpitude, tant de renoncements. Fou, je n'ai pas de place et je n'en veux aucune. Égaré, je le suis. Égaré loin des chemins balisés par l'ignorance. Égaré pour avoir perdu toute attache à mes aïeux, avec mes aïeux qui ont laissé leur sueur et leur sang sur les sillons des oueds, sur les chemins rugueux des montagnes. Que me veux-tu, toi l'ami que je ne comprends plus? Tu n'entends pas ma détresse. Tu me confonds dans la folie des hommes qui veulent remplacer le feu par la tiédeur, voiler le regard et vider le cours d'eau de ses pierres. Dis-moi ce qui te semble outré dans mes paroles. Confronte les miennes à celles des nouveaux maîtres des 2 mondes. Je ne désire rien qu'une certaine sensation à mes tempes et dans mon ventre, ce fourmillement qui prend racine au bout des orteils avant d'inonder tout le corps, l'émerveillement du jour qui naît, l'enveloppe de la nuit sur mes songes. Sais-tu de quoi je parle? Yahya Bellaskri, le livre d'Amraï, en librairie la semaine prochaine, Merci, et déjà merci. au Salon Colère du Présent. Merci beaucoup. Merci.